biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana eye. Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyosolongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité des plusieurs domaines qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité avec un invité sur le plateau. Nous tentons d'en débattre. Aujourd'hui, je vous amène dans le Haut-Katanga. On fera une balade dans cette province. C'est quoi le Haut-Katanga? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Vous le savez, il y a beaucoup de critiques sur le gouverneur. Et il y a aussi beaucoup d'applaudissements. On dit que depuis qu'il est là, il y a de l'insécurité. La farine connaît de plus en plus un yo-yo. Ça monte, ça descend. Quelles sont les vraies réalisations de Kiaboula? C'est qui cet homme? Je vous amène à découvrir le Haut-Katanga. Pour en parler justement, sur ce plateau, quelqu'un qui vit désormais dans le Haut-Katanga, Mamina Masengo. Mamina Masengo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Meilleurs vœux, bonne année. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous aussi. Très belle année. Ancienne présentatrice vedette du journal La Numérique à TV. Ça vous colle à la peau. Hein, ça. Vous ne pouvez pas vous en... Absolument. On reste journaliste toute sa vie, comme on dit dans le jargon. Et puis, peu importe la reconversion, peu importe où on va, ce qu'on fait... quelque part dans l'âme, on reste journaliste. Ça vous manque pas, le plateau de télé, le show Beaucoup, des fois ça me déprime même. Cette indépendance, hein? Cette liberté de parole, ça me manque beaucoup. Bon, maintenant vous avez choisi d'être gouverneur. Vous travaillez donc dans le Haut-Katanga comme conseillère de M. Jacques Kiaboula, gouverneur. Oui. Comment il va, monsieur le gouverneur? Il est quoi? Il est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de... Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un jeune, vous qui les fréquentez, si vous étiez demandé de peindre Kiaboula, il est comment cet homme? Déjà, il est ouvert, j'emprunte vos mots, il est ouvert. C'est quelqu'un d'affable, c'est quelqu'un qui est dans peut-être, si tu me donnes un poisson aujourd'hui, je mangerai, mais si tu m'apprends à pêcher, j'en aurai plus faim. Ça veut dire qu'il intervient dans les urgences pour apporter des changements, mais il est aussi dans beaucoup de travail pour l'autonomie des familles, des femmes surtout, et la sécurité alimentaire. Et il a gravi les échelons pas à pas. Il a commencé directeur de cabinet dans le Haut-Katanga, toujours. Il était directeur de cabinet de l'un des anciens gouverneurs. Il est passé ministre des Finances et après ça, il est devenu gouverneur. C'est dire qu'il a travaillé depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. C'est pas quelqu'un qui découvre les signataires comme gouverneur. Non. Et puis, avant de devenir directeur de cabinet, puis ministre des Finances, il a travaillé pendant longtemps dans une entreprise minière où il a dirigé le département du social et à travers lequel il a tout de même apporté un certain nombre de solutions à travers des projets à impact visible, population de Sakanya notamment, pour le pas citer, parce que c'est à Sakanya principalement qu'il avait été directeur du social d'une entreprise minière qu'on connaît bien.
Mamina Massengou, il est gouverneur d'une province où la plupart des gouverneurs aiment bien des opérations tape l'œil. Hein. Je deviens gouverneur, je deviens aussitôt président de telle équipe, président de telle autre équipe. On a des gens qui vous drainent derrière, qui vous chantent. Kaboula n'est pas dans ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gouverneurs ne veulent pas être comme ses prédécesseurs? À chacun son âme, hein, à chacun son profil, comme on dit. Les gouverneurs ou les chefs d'État, comme on dit, se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est plutôt quelqu'un d'effacé. D'efficace. Donc il ne sera pas président de Mazembe, il ne sera pas président de Lupopo, il ne sera pas président de... Non, hein. Il ne faut pas l'attendre dans ça. Bon, à vrai dire, il soutient toutes les équipes locales de foot. Hein. On l'a vu par exemple dernièrement aller encourager le FC Lupopo qui a même, après sa visite chez eux, et un certain soutien financier, le gouvernement provincial, le gouvernement provincial appuie toutes les équipes locales, que ce soit Mazembe, Lupopo et tout le reste. Hein, et c'est inscrit dans le budget. Mais il a été aux entraînements de Lupopo et à Lupopo on les a entendus dire qu'il leur a apporté bonheur parce qu'après sa visite chez eux ils ont gagné des matchs et du coup ils lui ont demandé de devenir leur président, mais j'ai l'impression que il a répondu gentiment qu'il ne pouvait pas, et parce qu'en tant que gouverneur il porte un seul étendard, c'est celui de la province. Il ne veut pas avoir une couleur. C'est un tout petit peu difficile. Pas président de Bazano, pas président de Lupopo, pas président de Mazembe, gouverneur de Mazembe, gouverneur de Lupopo, gouverneur de Bazano, gouverneur de tout le monde. C'est interdit à personne, hein, qu'on a une très forte passion pour le foot, pourquoi pas, on peut le devenir. C'est peut-être pas un péché, mais bon, lui, je crois qu'il se dit qu'à présent, qu'il se concentre sur les urgences, sur les priorités, et que devenir président d'une équipe de foot, d'une équipe de football, il pourra peut-être l'envisager un peu plus tard, vu que pour l'instant, il y a énormément d'urgences sociales et des priorités. Vous parlez des urgences, parlons-en justement. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer, je l'entends dans mon micro ici. Vous parlez des urgences, Mamina Massengou. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque le Haut-Katanga, l'urgence, c'est la situation sécuritaire. Lubumbashi, nous qui vous écoutons de loin, nous qui vous regardons de loin, on tue, on viole, on vole, on est et à la barbe des autorités. Pourquoi, monsieur le gouverneur, n'arrive-t-il pas à sécuriser particulièrement la ville de Lubumbashi? Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui créent ce climat d'insécurité, de criminalité, de banditisme pour faire porter le chapeau au président de la République qui est garant de la nation et au gouverneur de province qui est donc son représentant dans cette partie du pays. Qu'à cela ne tienne, les 3 derniers mois, les 4 derniers mois, si vous allez à la source, c'est-à-dire à la police, au FARDC aussi, qui viennent en appui aux policiers qui font des patrouilles de jour comme de nuit pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, on vous dira que ça fait 4 mois qu'il y a une certaine accalmie. Le seul problème qu'on a connu ces 4 ou 3 derniers mois, c'est le braquage spectaculaire qui a abouti par un blessé grave et par l'arrestation des malfaiteurs présumés qui sont d'ailleurs en train d'être jugés au cours d'un procès public, et le verdict est attendu dans quelques jours. Je disais donc que les 3 ou 4 derniers mois, je ne peux pas ici m'attarder à prétendre qu'il n'y a plus aucun braquage, qu'il n'y a plus aucun cambriolage. Le risque zéro n'existe pas. Là, oui, il y a quand même des gens qui s'introduisent chez des concitoyens pour voler, casser une vitre, demander de l'argent, demander des téléphones. Avant, on n'entendait pas ça là-bas. Si vous consultez vos archives, vous verrez que ce climat d'insécurité, ce climat de criminalité a commencé au Haut-Katanga dans les années 2011-2012.
quand on a mis en déroute les miliciens Mai Mai à Mitwaba et dans le nord de ce qui était le Grand Katanga, ils se sont dispersés un tout petit peu partout jusqu'à venir trouver refuge dans le Haut-Katanga notamment. Et quand vous parlez de cette comparaison de Lubumbashi et Johannesburg, il faut dire quelque part que toutes les villes, les grandes villes de la Terre sont criminogènes. On l'explique par quoi? Par les sociologues ou par même les criminologues, que les gens affluent vers les agglomérations où il y a un certain boom économique. Les gens en quête d'un meilleur moyen de vivre, ils se disent Lubumbashi avec le boom minier, etc. On quitte les provinces environnantes, ils vont chercher à vivre à Lubumbashi, mais arrivé à Lubumbashi, tout le monde ne trouve pas forcément un métier, de quoi s'en sortir. Et du coup, tout celui qui vient avec des propositions, je dirais, diaboliques, de prendre les armes et de se faire de l'argent par ce moyen-là, il y a des gens qui l'acceptent. Mais dire que Lubumbashi est devenu la ville la plus criminogène de la RDC, non, ça, il ne faut pas tomber, non pas seulement dans le piège de ceux qui créent cette insécurité pour faire porter le chapeau au chef de l'État et au gouverneur. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de ceux qui politisent cette question, de ceux qui hystérisent ces débats justement pour des raisons tout à fait politiciennes. Non mais il y a des gens qui disent que depuis que Kiaboula est là, la police manque de carburant, la police manque des motos, la police, il manque des jeeps, et pourtant il y a des rédéventionnaires, il y a des ceci, il y a des cela. Est-ce que le problème, ce n'est pas la capacité managériale de l'équipe gouvernementale, je parle du gouvernement provincial, pour mettre la police dans des conditions de traquer et de punir les voleurs, ou c'est plutôt la politisation telle que vous les dites ça? Ce sont justement ceux qui politisent la question, ceux qui diabolisent le gouvernement provincial, qui font courir ce genre de bruit. La réalité est tout autre. Je vous invite à venir à Lubumbashi, à faire des enquêtes au sein de la police, au sein des FARDC, pour voir les moyens que le gouvernement provincial, que le gouverneur, dès son entrée en fonction, a mis à la disposition de la police. Je ne sais pas si vous allez le permettre, vos équipes vont retrouver les images de la remise des pick-up à la police, au FARDC. À l'heure actuelle, on est à peut-être plus de 100 pick-up à la police. Depuis que Kiaboula est là. Oui, en moins de 2 ans, puisque ça fera 2 ans dans quoi? Dans 2-3 mois qu'il est gouverneur. Dès son arrivée, il avait doté la police des moyens, des pick-up, pimpant neuf, des motos, pour que les patrouilleurs arrivent dans les coins et les recoins de Lubumbashi et du Haut-Katanga, où les routes sont difficiles. Il n'y a pas seulement que les pick-up, les motos, il y a également la prime des patrouilleurs. De jour et de nuit, il ne manque pas une seule journée sans que les patrouilleurs touchent leur prime afin de les motiver pour qu'ils assurent la sécurité des personnes et de leurs biens. Et il fait tout cela en dépit du fait que la sécurité relève du gouvernement central, mais il le fait. Je le répète encore, venez à Lubumbashi pour voir de vous-même, en tant que journaliste, par des enquêtes, ce qui est fait par le gouvernement central, par le gouvernement provincial, pour arriver à venir à bout de ce climat d'insécurité. Ces 3 mois ou 4 mois d'accalmie sont le résultat également des changements au sein de la police et des FARDC. Il y a eu des transferts, il y a eu une sorte de nouvelle mise en place, pas un chambardement à proprement parler, mais à la tête des FARDC au Katanga, il y a un nouvel officier à la tête de la police également. Pour les FARDC, c'est un peu plus récent, le général Dianga Smith, et pour la police, ça remonte à un peu plus longtemps, une année, le général Louis II Karawa, et
petit à petit, il y a cette sorte de baisse du taux de criminalité, même si aucune grande ville du monde n'est à l'abri, à proprement parler, de ces actes de grand banditisme, de petite délinquance. Je suis désolé de l'évoquer, pas plus tard que la semaine dernière, ici à Kinshasa, on a vécu des scènes terribles, quasiment de guérilla, entre ce qu'on appelle les Kuluna et qui s'est même terminé par un échange assez violent, a-t-on dit, entre les policiers et les militaires. C'était à Barumbu ici. Deux, trois dernières petites questions pour terminer la phare des sécurités. C'est qui le responsable de tout ça? Puisque vous dites qu'on politise là, est-ce que vous pensez qu'il y a des officines occultes organisées pour nuire à l'image du gouverneur en orchestrant ces actes de sécurité? Vous responsabilisez qui? Qui est derrière ces actes de sécurité selon vous? Pour être honnête, il faut des enquêtes sérieuses qui aboutissent justement à des résultats crédibles avec des coupables. Alors pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que le braquage spectaculaire auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui s'est produit dans le centre des affaires de Lubumbashi au début de l'année, s'est terminé par l'arrestation de ces présumés malfaiteurs. Et parmi ces malfaiteurs, il y a un capitaine de la police criminelle. C'est tout de même un haut gradé qui est en train d'être jugé en ce moment. On le soupçonne d'être le fournisseur d'armes à ces bandits. Et les voix se sont élevées, les rapports de la société civile, des témoignages qui disent que, bon, il n'est peut-être pas le seul, la liste est longue, mais tendons à que les enquêtes se fassent, qu'il y ait des arrestations, des gens pris en flagrant délit, et pas des accusations à tout va, des commentaires dans tous les sens. Il faut tout de même qu'il y ait une procédure qui est suivie. Ça veut dire qu'une enquête, on prend quelqu'un, la main dans le sac, on le juge, on le condamne et on le jette en prison. Non, mais vous parlez des accusations, on accuse notamment les éléments de Kyungu à Mutanga, je crois, de Bakata Katanga. J'ai même vu dans les réseaux sociaux certains commentaires citer le général John Numbi. Vous n'avez pas des informations là-dessus, hein? Je dis ici qu'il faut éviter justement des accusations sans preuve, des accusations gratuites, sous peine que vous et moi on tombe sous le coup de poursuites judiciaires pour diffamation ou d'accusations sans preuve. Laissons les choses aller. Si effectivement il y a des tireurs, des ficelles à la base de cette insécurité, de ces actes de banditisme, de petites ou de grandes délinquances à Lubumbashi et ailleurs, il y a des enquêtes qui le révéleront et ces gens-là seront jugés et condamnés. Mamina Masengo, les louchons vous regardent, vous leur direz quoi? Que donnez-nous encore un peu de temps, on aura totalement terminé avec l'insécurité, qu'il n'y a pas d'insécurité. Ça sera quoi le message que vous pouvez donner en ce moment aux habitants de Lubumbashi? Par rapport à la situation sécuritaire. Je viens de dire ici qu'il y a 3 ou 4 mois que les choses ont changé. Les rapports, passer des coups de fil aux sources, aux services, la police, l'armée, ou même ce qu'on appelle le CCO, le Centre de coordination des opérations, justement, qui travaille de jour comme de nuit pour lutter contre l'insécurité. Les chiffres ont changé, les statistiques démontrent qu'il y a tout de même des changements. Il faut dire ici qu'il n'y a pas de risque zéro, en fait. On ne peut pas tomber au fait qu'il n'y ait vraiment plus rien, parce qu'on va se mentir à soi-même, parce que ça soit dans les capitales de la terre entière, les grandes villes, il se passe peut-être pas un seul jour, une seule semaine, sans qu'on enregistre des cas de viol, de braquage. Ça fait partie de notre train-train quotidien, mais il y a des efforts énormes, comme je vous l'ai dit ici, qui sont entrepris par le gouvernement provincial, avec à la tête le gouverneur, pour justement éradiquer complètement ce climat d'insécurité. Le Haut-Katanga, Madame la conseillère, c'est aussi la bouffe, c'est le maïs. Absolument. Le capote, comme certains l'appellent. À un moment donné, on a senti qu'il y avait un certain yo-yo sur les prix des cacontois. J'ai comme l'impression qu'on est allé même à 40, 50 000 francs congolais à un moment donné, alors que c'est l'aliment des bases des Louchois. Pourquoi le gouverneur ne travaille-t-il pas pour juguler totalement et maîtriser le prix des maïs sur le terrain? Et pourquoi le gouvernement provincial n'a-t-il pas un plan pour permettre à ce que les maïs qu'on mange à Lubumbashi soient produits dans le Katanga au lieu de s'approvisionner en Zambie comme vous le faites actuellement? C'est déjà fait.
je crois que c'est une première qui est de la farine de maïs made in Haut-Katanga. C'est tout de même une fierté, non pas seulement pour la province du Haut-Katanga, mais pour le Congo tout entier, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à ça. Tout était importé, ou même un peu partout en RDC. Même la farine qui est l'aliment de base un peu partout chez nous au Congo est importée. Pour le Haut-Katanga, ça venait de la Zambie et d'Afrique du Sud. Au mois de septembre 2019, au lendemain donc, de sa prise de fonction, il avait initié une table ronde sur l'autosuffisance alimentaire. En bref, ça aboutit à la distribution des intrants et des semences aux petits et aux grands fermiers. Ils ont reçu des intrants et des semences gratuitement et ils ont remboursé en sacs de maïs. Et ces maïs-là, propriété du gouvernement provincial, le gouvernement provincial les a transformés en sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Je ne sais pas si on le verra sur les images. Et ça sera vendu à 20 000 francs congolais. Je l'ai entendu lorsque le gouverneur est allé dernièrement à la minoterie où est donc transformer ces maïs. Donc actuellement, il n'y a plus farine. de maïs dans le Haut-Katanga. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à une stabilité de prix du sac de farine de maïs dans le Haut-Katanga. En cette période de pénurie traditionnelle, disons octobre à février. L'année passée, on était allé jusqu'à 40 000, 100 000 francs congolais. Mais cette année d'octobre, au moment où nous parlons, le sac, il se vend à entre 21 et 23 000 congolais. C'est quand même un défi qui a été relevé grâce justement pour répondre à votre question, à cette politique qui a été mise en place par le gouvernement provincial dès son entrée en fonction pour justement autonomiser la production de la farine de maïs. Maintenant, on peut compter sur une production locale. On ne peut pas donc dire là, qu'on la couvre production tous les locale besoins. approvisionne aussi la ville d'une certaine manière. Tout donc à fait. on produit Katanga, on mange Katanga. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas prétendre ici qu'on couvre tous les besoins qui s'élèvent à, si je ne me trompe pas, à environ 650 000 ou 700 000 tonnes. Mais cette année, c'est un pas. L'année prochaine, ça sera un peu plus, jusqu'à les prévisions, c'est dans 3 ans pour que le Haut-Katanga soit complètement autonome en termes de production de farine de maïs. Mais tout ce qu'on a entendu ici à Kinshasa comme rumeur sur les détournements de l'argent liés à l'importation des maïs, que c'était une opération, comment on a appelé éléphant blanc, cette affaire de donner des intrants aux agriculteurs pour qu'après qu'ils reviennent avec le maïs, vous confirmez ici que ça véritablement produit. Les résultats sont là. Aujourd'hui à Lubumbashi, prenez votre téléphone, appelez, on vous dira que le sac de maïs est entre 21 000 et 23 000. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Je vous ai dit ici que l'année dernière, on a acheté du maïs à 50 000 à 100 000 francs congolais. Et donc, heureusement que vous avez dit que c'était des rumeurs. Vous savez, il existe ce qu'on appelle les usines à idées. Les gens, quand ils sont contre vous, les gens, quand ils veulent prendre votre place, devenir ministre, devenir gouverneur, tous les moyens sont bons pour casser votre image, pour faire mentir tout ce que vous faites. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, les résultats ont fait mentir ces rumeurs-là, ou bon, ces spéculations-là. On met ça dans l'affaire de rumeurs. Alors, un autre problème assez épineux en ce moment ici à Lubumbashi, c'est la question de l'Assemblée provinciale. Vous le savez, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, M. Kashoba, est sous le coup d'une motion, une pétition introduite par ses collègues à Lubumbashi. Il y a beaucoup de griefs qui sont retenus contre lui, notamment la question de la résidence, la question de la réhabilitation de la construction de l'Assemblée provinciale. Avant que j'entre dans le grief, on dit qu'il a le soutien de Kabila et de Kiaboula. Pourquoi Kiaboula veut-il aller à l'encontre de la décision Pourquoi il soutient un homme vomi par ses propres pairs de l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce qui vous fait dire que le gouverneur Kiaboula soutiendrait l'ancien président de l'Assemblée provinciale? Y a-t-il des faits qui le démontrent? C'est lui qui le protégerait, c'est lui qui serait derrière. Voilà.
qu'avec Kashoba, il est sûr de ne pas avoir une motion. Il a l'impression que c'est un parapluie, c'est un protecteur qui partira si les députés provinciaux arrivent jusqu'au bout de leur logique. Oh, mettons la... Il n'y a pas de collision entre Kiaboula et Kashoba d'une certaine manière. Vous savez, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte des rumeurs dont on parlait tout à l'heure, des spéculations et peut-être des fables auxquelles personne ne peut croire. Vous avez évoqué le problème de la réhabilitation de la résidence du président du Parlement local. Avant de monter sur ce plateau, j'ai échangé avec les conseillers financiers et juridiques qui m'ont assuré que ce n'est pas 3 millions, c'est peut-être 1,5 million pour cette résidence-là. Et ce contrat n'a pas été conclu, n'a pas été passé par le gouvernement du Haut-Katanga. C'est le Parlement local lui-même. Mais c'est quand même le gouvernement qui a financé, non? Non, le gouvernement. Quand je dis que le gouvernement provincial n'a pas signé le contrat, n'a pas passé le contrat, ça veut dire que c'est pas lui qui a financé, c'est pas lui qui met la main à la poche. Le gouvernement provincial n'a rien à voir avec la réhabilitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale. Vérifiez là où vous pouvez, aux sources sûres, là où il y a de la documentation, vous verrez que ce n'est pas le gouvernement provincial qui a signé le contrat, qui a mis la main à la poche pour la remise en état de cette résidence. C'est un problème interne au bureau de l'Assemblée provinciale. Et lorsque j'évoque la question de la construction de la nouvelle Assemblée provinciale, là aussi, vous n'y êtes pour rien. Le gouvernement provincial n'y est pour rien. Là, c'est le gouvernement provincial. On parle de 14 millions de dollars. Là, c'est un marché passé de gré à gré, sans appel d'offres, pour une somme aussi importante que celle-là, Madame la conseillère. Alors, moi avec plaisir, je vous passerai les coordonnées de ceux qui animent le bureau des passations des marchés publics. Ils vous fourniront toute la documentation au sujet de ce marché qui a été passé 7 fois par le gouvernement provincial. C'est vrai que c'est 14 millions de dollars, mais jusqu'à présent, il n'y a que 1,5 million environ qui ont été décaissés par le gouvernement provincial pour le chantier. Et ça fait un moment, c'est vrai qu'il n'y a plus de décaissement de fonds, c'est peut-être pour des problèmes de trésorerie, mais sur les 14 millions passés en contrat par le gouvernement provincial, 1,5 seulement mais quand vous lisez la pétition contre Kashoba, il y a un paragraphe qui tire sauvagement sur ces projets en disant que le marché a été passé de gré à gré. Alors, les députés provinciaux ont-ils menti en relevant que c'est un marché assez opaque où les procédures n'ont pas été respectées? Parce que c'est repris dans la pétition contre monsieur le gouverneur de l'Assemblée, le président de l'Assemblée provinciale. Vous dites qu'on peut passer par les bureaux. Donc, Kiaboula a respecté la procédure et ce n'est pas un marché de gré à gré. Est-ce que l'appel d'offres a été dûment lancé? Au dire des animateurs, comme je vous ai dit ici, passez-moi la répétition, de ceux qui animent le service des passations des marchés publics, avant de faire cette émission, avant de préparer les émissions, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont assuré que c'était complètement faux, qu'ils étaient dans le mois, ils ont respecté toutes les procédures. Comme je vous ai dit ici, depuis le début de l'émission, est-ce que je vous ai déjà dit qu'on vous invite à venir à Lubumbashi justement pour venir enquêter voir de vous-même. Vous serez avec eux, les dirigeants du bureau des passations de marché public, et ils vous montreront toute la documentation à ce sujet. On promet à nos téléspectateurs qu'on va organiser un déplacement vers le Haut-Katanga pour voir des visus. C'est que Madame la conseillère est en train de dire, parce que bon, beaucoup de choses se racontent quand même autour de ce qui se passe là-bas. Le Haut-Katanga, c'est aussi la politique. La politique dans le Haut-Katanga, on parle d'une certaine discrimination, notamment de compatriotes du Kasaï. Est-ce que là, le gouvernement provincial a-t-il un programme pour lutter contre la discrimination, contre les séparatismes qui commencent de plus en plus à prendre d'ampleur? On parle par exemple des bandits. On dit à chaque fois que Kiaboula présente des bandits à la presse, c'est toujours les Kabongo, c'est toujours les Chibangu. Il y a une sorte de stigmatisation que le gouvernement provincial serait en train de mettre en branle contre la communauté kassaïenne au Katanga.
Donc en présentant les bandits à la presse, c'est stigmatiser une communauté. Les bandits ne sont que le Kabongo, les Chilanda, les Kabeya, les Kalala. On dit c'est une opération de communication pour tout simplement stigmatiser une communauté. J'ai vu les communautés kassayennes hausser les tons sur la question en s'attaquant au gouverneur et en l'accusant de montrer une opération anti-kassaïenne dans le Haut-Katanga. Moi, ça me surprend parce que les mêmes leaders des communautés, de toutes les communautés vivant dans le Katanga, échangent régulièrement avec le gouverneur justement pour appeler à l'apaisement, pour appeler à la cohabitation pacifique entre les peuples, pour appeler au vivre ensemble. Et il est le premier à monter au créneau chaque fois qu'il y a des dérapages de certains dans ce qu'on appelle l'incitation à la haine tribale et à la violence contre les autres peuples. Il n'y a pas une opération de stigmatisation des Kassaïens dans le Haut-Katanga à votre connaissance, non. Dire que quand on présente un bandit et qu'il a qu'il a un nom à connotation d'une certaine communauté, est-ce qu'on ne tombe pas dans le délit du faciès et qui est tout de même condamnable par la loi et qui est tout à fait déplorable? Il avait été le premier à condamner justement cette lecture des choses, cette interprétation des choses, parce que quand un bandit casse une fenêtre ou casse une porte pour voler ou pour braquer, il te dit pas bonjour mec, je suis du Kasaï ou je suis du Olomami. Non, ça se dit pas et ça s'écrit pas sur les visages. Bandit et bandit, pas Kassaïen, pas Tout à fait, parce que je viens de le dire ici, quand on va voler chez quelqu'un, on ne dit pas bonjour monsieur, bonjour madame, je suis du Kasaï ou je suis du Olomami. Non, ça se dit pas. On peut parler un peu politique. Kiaboula est toujours du FCC ou il est en ce moment ici à l'Union Sacrée? Il a déjà traversé? Vous savez, un gouverneur, il porte un seul étendard, celui de la province. Et il sort sa casquette politique en période de compétition électorale. Et pour l'instant, le seul étendard qu'il porte, c'est celui de la province, afin d'apporter des changements, afin de travailler à la réalisation des promesses. Une couleur politique, ça vous ne pouvez pas, vous pouvez pas les nier. Il a quand même été élu sur une couleur politique. Est-il encore aujourd'hui au FCC? Oui, il est plutôt dans la liste des gens qui ont traversé pour aller avec Tshisekedi dans l'Union Sacrée. Soit dit en passant, élu à la fois député provincial et député national à l'ICASI. À la fin de la conférence des gouverneurs, il n'y a pas longtemps, à la dernière semaine du mois de décembre, les gouverneurs ont terminé leur conférence autour du chef de l'État par une motion de soutien. Motion de soutien des gouverneurs de province au chef de l'État. Et chaque conférence des gouverneurs, comme je me rappelle la conférence des gouverneurs de Lubumbashi, la conférence des gouverneurs de Goma, toutes les conférences des gouverneurs se terminent par une motion de soutien au chef de l'État. Et cette fois-ci, ça coïncidait avec le fait que le chef de l'État, justement, avait donc initier cette nouvelle vision d'union sacrée, et chacun d'entre eux, des 26, en tant que représentant du chef de l'État en province, ils se sont inscrits dans le cadre de travailler selon la vision de l'union sacrée, ce qui est tout à fait normal parce que ils sont gouverneurs, ils portent l'étendard des provinces, ils ne portent pas l'étendard politique. Vous répondez comment aux gens qui politiquement demandent au président de faire attention à Kiaboula, qu'il reste encore l'homme de Kabila? Il est en train de travailler avec Joseph Kabila pour transformer le Haut-Katanga en une sorte d'élévation des bases arrières politiques de Joseph Kabila, et que c'est un homme qu'il faut absolument, dans le cadre de l'Union sacrée, faire partir. Vous savez, notre pays vient de traverser, ou est en train de traverser des profonds changements politiques, des chambardements si vous voulez, et cette reconfiguration politique, ces chambardements peuvent tout expliquer, mais ne peuvent pas tout excuser. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché quand on a envie. On dit qu'on a envie de devenir ministre, quand on veut devenir gouverneur, c'est légitime, c'est tout à fait normal. On peut avoir envie de le devenir
Mais le fait est que utiliser des moyens déloyaux, des moyens diaboliques pour y parvenir, c'est tout à fait condamnable, c'est quand même inacceptable. Dire ça, c'est des moyens diaboliques, à votre point de vue. Hein. Kaboula n'est pas dans une démarche de créer une base arrière, calomnier son adversaire, calomnier, diaboliser celui qu'on veut remplacer comme ministre ou comme gouverneur. C'est tout de même diabolique. Hein. Vous le faites autrement. Quand vous avez envie de devenir gouverneur, devenir ministre, vous faites votre communication, vous faites votre campagne. Vous n'allez pas dire que c'est vous le plus intelligent et le plus beau et l'autre c'est le plus con et le diable. Donc c'est de la calomnie, c'est ce que je vais dire. À mon avis. Les tenants de cette thèse-là sont tout simplement en train de calomnier. Ce sont des affirmations, des allégations. Est-ce qu'ils ont donné des faits pour soutenir ces allégations, pour avérer ces allégations? Y a-t-il des faits? On est en politique. Alors, Mamina Massengou, on va terminer par là, par rapport aux relations entre Kaboula et certains grands noms du Katanga. Quelles sont ces relations avec Moïse Katumbi, par exemple? Alors, j'ai une très belle photo que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens également avaient aimé parce que elle est d'une très grande symbolique. Convivialité, unité entre leaders katangais, les gens ne demandent que ça. C'était aux funérailles de la fille aînée de Gabriel Kundwa-Koumanza, qui est actuellement le président du bureau d'âge. On l'appelle affectueusement Baba Kyungu. Sa fille a été décédée dernièrement. Le gouverneur y était allé et c'est là qu'il a rencontré Moïse Katumbi. Sur la photo qu'on est en train de voir d'ailleurs. Oui, ils se sont serrés la main, ils ont discuté un tout petit peu et c'est pas la première fois qu'ils se voyaient. Au cours de funérailles, ils se sont vus également à la messe de suffrage avant l'inhumation de Monseigneur Songa Songa à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ils étaient tous à cette messe-là, ils se sont dit bonjour, ils étaient à un autre deuil, cette fois le troisième, le professeur Kalaba, un immense professeur de l'université de Lubumbashi. Ils y étaient ensemble et voilà quoi. Il n'y a pas de rouage entre eux, il n'y a pas de problème entre eux, notamment avec Katumbi, avec Muyambo. Je n'en vois pas parce que quand ils se voient, ils se disent bonjour. Avec Muyambo, ils se sont vus également à un autre deuil, cette fois celui du deuxième vice-président de Mazembe, M. Kamonia. Muyambo était là, le gouverneur ici était là. Je ne sais pas si vos équipes peuvent retrouver à la photo. Ils étaient assis côte à côte, Jacques Kaboula et Muyambo à côté. Ils avaient échangé, il n'y a pas de problème entre eux. Et avec Baba? Alors avec Baba, j'ai évoqué le deuil de sa fille aînée, auquel le gouverneur était dernièrement. Et l'année dernière, au mois de mars, Baba Kyungu était venu rencontrer le gouverneur Jacques Kaboula justement au lendemain de tensions, de frictions entre communautés à Kasumbalesa, et la tension commençait à gagner le Lubumbashi. Et il était important que les deux se mettent ensemble pour parler. Et après l'audience, le président du bureau d'âge actuel, à l'époque, avait appelé à la paix, à la cohabitation pacifique entre les communautés. Et lui, en tant qu'immense leader du Haut-Katanga, son appel avait été suivi parce que les tensions avaient été quand même fortes, que ce soit à Kasumbalesa ou même en train de germer à Lubumbashi. On va terminer cette émission. Madame Mamina Massengou, on vous suit à la Rwashi, à la Kenya, à Katuba, à Golf, à Kasumbalesa, à Likasi. Vous direz quoi à tous ces Haut-Katangais qui vous regardent en ce moment ici? Ce qui compte aujourd'hui, c'est que le gouvernement provincial travaille sur des urgences, à changer petit à petit la vie des populations, par des routes, des ponts, en stabilisant le prix de la farine qui est l'aliment de base, en se battant pour autonomiser les femmes par des micro-crédits. Et je dirais également qu'avec un peu plus
comment je dirais ça, un peu plus de moyens parce que ça fait 8 mois que la rétrocession aux provinces ne vient pas. Et tout ce qui est fait, que ce soit les routes, la stabilité de la farine, etc., c'est avec les fonds propres du gouvernement provincial. Et quant à la lutte contre la criminalité, les 3 derniers mois, on a tout de même ensemble vécu une certaine accalmie et que ça continue et que les concitoyens continuent à faire confiance à leur gouvernement qui a cette ambition-là de servir, cette volonté-là d'apporter des changements dans la vie des Haut-Katangais pour une province plus belle et pour un ensemble du Congo plus beau. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, à vous pour l'invitation. Merci. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je promets que dans les jours qui arrivent, on fera un déplacement vers le Haut-Katanga pour aller nous-mêmes nous rendre compte de tout ce que Mamina Massengou, conseillère du gouverneur de province, est en train de dire ici. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Mamina Massengou, conseillère de M. Jacques Yaboula, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro avec un autre invité, peut-être demain. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.